c'est un séminaire très riche qui portait au fond sur la notion de risque pays et qui essayait de revisiter cette notion très répandue et qui en même temps pose un certain nombre de questions méthodologiques, notamment pour ce qui a trait au risque politique, qui est la partie du risque pays la plus difficile à anticiper. Et donc nous avions organisé cette journée autour de 4 tables rondes. Les 2 premières étaient consacrées à la Chine et à la Russie et nous ont permis de travailler sur l'articulation entre émergence et puissance, puisqu'au fond la Chine et la Russie sont deux exceptions d'une certaine manière, s'appuyant l'une et l'autre sur 2 fortes cultures stratégiques et avec une volonté de puissance de plus en plus assumée. Puis les 2 autres tables rondes, consacrées respectivement à la Turquie et au Maroc, étaient davantage axées sur l'articulation entre émergence et transition, avec des différences très fortes évidemment entre la Turquie et le Maroc, mais opposées au final la question du modèle de développement à privilégier pour des pays émergents, mais je dirais ayant une autre taille d'émergence que évidemment la Chine qui est à part maintenant, ou même la Russie. Et donc si vous voulez au final, ça donne à la fois 4 études de cas, et puis en fil rouge, une réflexion sur le risque politique, comme je le disais, imbriqué au risque pays, et la difficulté qu'il faut reconnaître d'anticiper les crises géopolitiques que nous connaissons et que nous devons aussi essayer d'appréhender, si vous voulez, de manière à la fois globale et régionale. Bon, aujourd'hui, 2 décembre 2014, le double défi de la Russie sur le plan économique, c'est à la fois la dépréciation du rouble, très rapide depuis le mois de juin, et également la chute des prix du pétrole de 30% depuis juin également, et donc qui évidemment crée un choc de revenus pour la Russie. À cela s'ajoutent les premiers effets des sanctions prises contre la Russie par les États-Unis, l'Union européenne, des pays comme le Japon ou l'Australie. Et c'est donc une manière évidemment de faire le lien avec la crise ukrainienne, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une Russie qui est en train de, je dirais, assumer une forme de désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire qui a un discours de plus en plus critique sur le plan idéologique à l'égard des États-Unis et de l'Europe, et qui dans le même temps essaie de donner une structuration politique aux BRICS, au Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, en insistant justement sur la convergence politique qui peut réunir ces 5 pays, par opposition presque avec les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, le défi pour la Russie est très compliqué dans la mesure où c'est à la fois une très forte ambition géopolitique et en même temps un modèle économique qui est en train de stagner de manière très préoccupante. Et donc c'est la contradiction, je dirais, entre ces ambitions et la réalité de ces moyens qu'on a essayé aussi d'explorer au cours de cette journée. En fait, c'était aussi de montrer qu'il y a probablement un problème il y a une question de perception en ce qui concerne le positionnement de la Chine qui est souvent décrit comme ambigu. C'est-à-dire que sur certains aspects, comme par exemple l'OMC, la Chine a joué tout à fait le jeu de l'OMC, de l'intégration complète dans les flux commerciaux. Il y a d'autres sujets sur lesquels la Chine est beaucoup plus critique et ne souhaite pas s'engager. Et en fait, cette ambiguïté, c'est une ambiguïté perçue par les principaux partenaires de la Chine, qui s'inquiètent aussi d'un discours de puissance de plus en plus assumé, qui s'inquiètent, je pense à des pays voisins de la Chine comme le Japon, de manière ouverte de l'augmentation très significative de la dépense militaire chinoise. Au fond, si je devais résumer ce qu'on a dit aujourd'hui sur la Chine, il y a à la fois l'effet de taille qui fait de la Chine un émergent tout à fait particulier. Au fond, c'est le pays qui, au cours des 20 dernières années, a vu sa part
dans le commerce mondial croître de manière spectaculaire. L'Inde est dans le même cas, mais de manière moins flagrante. Et les autres pays conservent globalement à peu près leur part dans le commerce international. L'autre point sur la Chine, c'est une très grande prudence sur toutes les questions de politique internationale, une volonté de ne pas se faire, je dirais, embarquer, de ne pas non plus allouer trop de ressources à des conflits, et en revanche, une intransigeance de plus en plus manifeste au niveau régional. Au fond, il y a une dimension globale de la Chine en termes économiques, mais pour l'instant, en termes stratégiques, une dimension qui reste régionale. Il faut toujours souhaiter un avenir prometteur à tout le monde. Mais dans le cas de la Turquie, c'est aussi un exemple intéressant de très fort contraste. C'est-à-dire qu'il y avait un projet qu'on a pu qualifier de néo-ottoman lorsque Erdogan est arrivé au pouvoir, une politique étrangère très ambitieuse. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation de la Turquie, il y a un contraste très fort entre la stabilité intérieure incarnée par Erdogan, qui a été réélu, qui fait fonctionner son système politique, qui continue à avoir pour certains pays valeur de modèle. Et puis dans le même temps, sur le plan de la politique étrangère, le bilan est beaucoup moins brillant, je dirais, parce que la Turquie a évidemment désormais des relations exécrables avec la Syrie, doit gérer les flux de réfugiés, a un problème qui est en train de prendre des proportions tout à fait importantes avec le Kurdistan, qui est un problème qu'elle n'a jamais su gérer en réalité, doit aussi se positionner par rapport à Daesh, a une relation qui s'est très compliquée à la fois avec l'Union européenne, tout en étant membre de l'OTAN et en revendiquant une position très importante au sein de l'OTAN. Donc en termes de politique étrangère, j'insisterai, je dirais, sur des résultats très en deçà du projet initial d'Erdogan et à l'inverse, en même temps, une stabilité politique qui est soulignée en particulier par les marchés et les investisseurs et qui permettent à la Turquie effectivement d'attirer un certain nombre d'investisseurs, et c'est une économie qui en même temps a des fragilités mais très certainement un potentiel avec la tradition notamment d'entrepreneuriat qui la caractérise.